Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien important, l'éducation. Celle-ci va conditionner le futur de l'éducation de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous recevons Yacine Etiel, acteur et entrepreneur dans l'éducation et l'éducation au Maroc. Merci Monsieur Etiel d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'e-éducation? Donc, l'e-éducation, ou autrement appelé donc EdTech, c'est la pratique consistant à introduire des outils informatiques dans la salle de classe pour créer une expérience d'apprentissage plus engageante, inclusive et individualisée pour l'ensemble des parties prenantes donc de l'expérience éducative. En quoi cette éducation représente, on va dire, un enjeu? Quel changement va-t-il provoquer? On peut aborder cette question-là de différents angles, commençant tout d'abord par l'angle qui va se concentrer dans un premier temps sur l'acteur que nous avons toujours tendance à mettre au centre, donc l'étudiant. Euh, si, euh, si on prend cette perspective-là, l'afflux de la technologie ouvre de nouvelles voies d'apprentissage pour que les élèves de tout âge puissent apprendre autrement. Je citerai quelques exemples des enjeux, des atouts que pourraient avoir les techs sur l'expérience des étudiants ou des élèves. Donc, dans un premier temps, c'est le volet collaboratif ou la collaboration. Là, actuellement, au niveau des établissements scolaires, on a différents outils, des tablettes compatibles avec le cloud qui peuvent favoriser la collaboration en classe, des tablettes qui sont chargées de d'apprentissage, jeux éducatifs ou serious games, des leçons en ligne qui peuvent donner aux enfants donc, les outils nécessaires pour résoudre des problèmes tous ensemble, donc de façon collaborative, des applications basées sur le cloud qui peuvent permettre aux étudiants de télécharger leurs devoirs, de conserver numériquement entre eux leur processus de réflexion et tout type d'aide dont ils pourraient avoir besoin. Comme deuxième atout majeur pour les étudiants et les élèves, c'est l'accès à l'apprentissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a actuellement des appareils IoT qui utilisent l'Internet of Things, qui permettent aux étudiants d'avoir plus facilement un accès complet donc, à leur salle de classe dans un environnement numérique, qu'ils soient à l'école ou ailleurs, des appareils connectés qui permettent aux élèves d'accéder donc, au cloud pour effectuer leur travail à leur propre rythme et selon leur propre horaire. Donc, c'est important, surtout dans un contexte similaire au contexte que nous vivons actuellement ou que nous avons découvert il y a 2 ans, donc le contexte du Covid, où l'éducation, de façon globale, a été gênée par la restriction de la présence dans des classes physiques. Il y a diverses applications qui peuvent aider également les étudiants et les enseignants à rester en communication permanente au cas où les élèves ou les étudiants auraient des questions ou, par exemple, ils auraient besoin d'alerter leur enseignant en cas d'urgence. Comme troisième atout majeur, on pourrait citer le fait que l'EdTech ou l'e-éducation a fait que donc, les outils ou la classe de façon globale a été switchée où la façon de l'aborder de façon traditionnelle a été en quelque sorte renversée. Donc, traditionnellement, les étudiants, ils devaient écouter des cours ou lire en classe, puis travailler sur des projets et faire leurs devoirs à la maison. Grâce aux visioconférences, aux applications d'apprentissage, les étudiants peuvent désormais regarder des cours et utiliser donc, la pédagogie de la classe inversée selon leur propre rythme, visualiser des supports, etc. Et après, en classe, le rôle est un petit peu shifté. Donc, le professeur, il est dans la posture de facilitateur. Et donc, ce type ou ce style d'apprentissage, il favorise l'auto-apprentissage, la créativité et le sens de collaboration entre les élèves. Le professeur, dans ce cas, n'interagit que en tant que facilitateur et ça permet de mettre justement l'étudiant comme acteur principal et au centre de l'expérience d'apprentissage. On pourrait également parler d'un élément très important, surtout dans l'ère où nous vivons actuellement. Donc, le fait que chaque parent
a envie que son enfant apprenne à son rythme dans une ère où on a des enfants qui sont atteints de différents troubles d'apprentissage, les troubles 10, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, etc. Donc, on a besoin d'une expérience éducative qui est personnalisée. Et justement, les tech offrent aux éducateurs la possibilité d'élaborer des plans d'apprentissage qui sont personnalisés pour chacun de leurs élèves ou étudiants. Donc, cette approche, elle vise justement à personnaliser l'apprentissage en fonction des forces, des compétences, des intérêts de l'élève. Donc, c'est au lieu de s'appuyer, par exemple, sur des tests induisant du stress pour mesurer la réussite scolaire, les éducateurs, ils peuvent se tourner désormais vers des applications qui mesurent systématiquement l'aptitude globale. Ça permet de justement avoir un suivi personnalisé, pointer du doigt les compétences donc à retravailler, les compétences à développer chez chaque enfant avec un suivi qui est vraiment personnalisé et customisé selon leurs besoins. Dont vous avez parlé nécessite quand même une sorte de bagage en termes technologiques et une sorte d'infrastructure. Est-ce que le Maroc est capable justement d'utiliser cette EdTech vu le niveau de technologie nécessité? Et surtout, est-ce que l'EdTech peut répondre à une problématique qui est encore bien présente aujourd'hui au Maroc, celle de l'éducation dans la ruralité? Est-ce que l'EdTech apporte une réponse à cela? Je pense que ma réponse en tant qu'adepte de l'ETEC serait un grand oui. Là, pour opérationnaliser donc, la chose, je dirais que on a besoin plus d'établir une feuille de route pour pouvoir arriver à l'ensemble de ces avantages et bénéfices de l'ETEC. C'est important, dans un premier temps, d'identifier le besoin sur lequel pourrait agir donc l'ETEC, dépendamment des zones, dépendamment des régions. On pourrait dans un premier temps lister les enjeux, parce que les enjeux et les besoins pourraient différer et ils diffèrent effectivement sur le terrain. Donc, ce qui pourrait se faire, c'est dans un premier temps, on va dire, créer une sorte de cartographie pour pouvoir identifier les différentes zones sur lesquelles on pourrait agir, en prenant en considération les différences existantes entre urbain, rural, et même au niveau de l'urbain, on pourrait trouver différentes gaps ou donc différences. Et à la base de cela, on pourrait faire intervenir les techs, soit pour venir en support, par exemple, à l'enseignant. Je dirais que deux enjeux majeurs peuvent sortir. Dans un premier temps, c'est le volet accès. Si on parle du rural, donc c'est vraiment l'accès à l'éducation. C'est l'accès à l'infrastructure éducative qui pourrait être un premier enjeu de départ. Et ensuite, on pourrait parler de qualité d'éducation. Donc, comment pourrait-on améliorer l'assimilation des cours qui, dans différents tests, donnent des statistiques très alarmantes à ce sujet, surtout en termes de compétences de base. Donc, je dirais que c'est totalement faisable. C'est vrai que l'aspect technologique, l'aspect technique est important, mais je dirais que ce qui devrait vraiment être fait dans un premier temps, c'est un effort d'identification de besoins pour pouvoir justement mieux pointer du doigt le problème, l'identifier à la source et agir en suivant une sorte de feuille de route ou un plan d'action pour pouvoir à la fois travailler sur un challenge pointu pour passer à un second, ainsi de suite. Le premier challenge pourrait être l'accès, justement, et ensuite le deuxième, l'intervention sur la qualité de l'offre éducative pour, euh, pour toute cible. Alors, vous avez parlé d'un remplacement, on va dire, technologique. Est-ce qu'on peut avoir votre vision de l'avenir de la e-éducation? Est-ce qu'on, par exemple, on pourra avoir l'avènement de la réalité virtuelle? Et surtout, est-ce que finalement, cette e-éducation ne va-t-elle pas remplacer à terme l'éducation traditionnelle, hein, tout simplement? Oui, je pense que personnellement, je crois que plusieurs efforts ont été déployés jusque-là. Le Covid a été en partie un, un accélérateur de ce changement, ne serait-ce qu'en termes de mentalité, étant, on va dire, un acteur euh, depuis bientôt 10 ans dans le secteur éducatif. Je dirais que au tout début, différents acteurs voyaient en la technologie peut-être un élément déviateur de l'expérience éducative traditionnelle.
Le Covid a été une preuve en faveur de la technologie pour montrer que pour assurer une continuité pédagogique, c'est essentiel d'introduire la technologie. Après, donc il ne faut pas se leurrer, c'est différent. On a différentes problématiques en incluant la technologie. Il peut y avoir aussi des effets pervers, surtout pour des populations, on va dire, un petit peu vulnérables. Je parlerai des enfants en préscolaire, par exemple, où l'usage de la technologie de façon excessive pourrait nuire certaines, à certaines facultés dont plusieurs personnes témoignent, et surtout la vue. Donc, le fait d'être face à des écrans pour une longue durée pourrait nuire, par exemple, à leur vue, etc. C'est, c'est à prendre avec précaution. L'atout ou l'avantage est là. Après, justement, il faut modérer. Je pense que l'éducation ou l'e-éducation ou la question du fait que l'e-éducation pourrait remplacer à 100% donc, l'approche classique. Je pense qu'on a peut-être beaucoup de chemin pour que ça se fasse concrètement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là dans l'obligation d'assurer une forme de blended learning ou une approche d'apprentissage hybride, incluant certainement la technologie à différentes phases, à différents niveaux, surtout dans notre contexte, donc le contexte marocain. On aura besoin de la technologie coûte que coûte. On l'utilise. On voit différents exemples qui ont été instaurés suite au Covid et même avant. Donc, des expériences par-ci, par-là de jeux éducatifs qui répondent à certaines problématiques, des expériences où on a, par exemple, utilisé la technologie pour répondre à des besoins d'enfants avec on va dire, certains défis ou challenges, par exemple des enfants autistes, etc. Donc, l'apport est là. Après, je pense que c'est important d'avoir un consensus, d'avoir aussi des efforts qui sont à la fois fédérés par tout le monde. On a la société civile et le secteur privé qui peuvent, à travers les startups que nous voyons actuellement, donc ils font leurs efforts de leur côté. On a le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation qui a instauré différentes actions dans ce sens, mais qui restent des actions donc, à développer, à renforcer davantage avec ce qui peut s'offrir. Donc, je pense que l'avenir est prometteur. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous en prie, merci à vous. C'est un plaisir d'être parmi vous dans ce podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.